Alors aujourd'hui, donc ce que nous allons voir, c'est donc on va voir les schémas XML. Et donc les schémas XML, au même titre que les DTD, donc ils nous permettent de valider les documents XML. Mais avant de voir les schémas, donc on fait un petit rappel sur les DTD par rapport à ce qu'on avait fait la dernière fois, donc au projet répertoire. Donc je vous rappelle, donc on voulait créer donc un fichier XML, un document XML répertoire.xml, et on voulait que ce document puisse avoir donc les données telles que on va les représenter ici. Donc on veut qu'à la racine on ait répertoire et qu'on ait un attribut qu'on va appeler mise à jour, MAJ, et dans lequel donc on va donner une date. Alors donc ici je vais donner mars 2024. Et puis bien sûr, donc on pourra dire est-ce que cet attribut est obligatoire ou pas obligatoire, est-ce qu'il a une valeur par défaut, etc. Et puis donc un répertoire est constitué de 0 ou plusieurs contacts. Et donc ces contacts, on va les définir comme ça. Donc contact. Et donc un contact, donc il va avoir un attribut qu'on avait appelé type et qui peut être soit un ami, soit un professionnel. Et donc un contact est caractérisé par un nom, et puis un prénom. Alors le prénom, donc alors le nom il est obligatoire. Le prénom, donc on va dire qu'il est facultatif. Mais après donc on peut avoir aussi donc on va dire allez forcément donc on devrait avoir des téléphones, un ou plusieurs numéros de téléphone, au moins un numéro de téléphone. Et donc pour ça, donc les téléphones, ils peuvent être donc d'un certain type. Et donc les téléphones, soit c'est mobile, soit c'est bureau, soit c'est domicile. Ouais. Oui, oui, oui. Donc je le fais juste comme rappel. D'accord. Je le fais comme rappel rapidement, comme ça on va faire le parallèle avec le schéma et on va voir la différence. Qu'est-ce que cela, ça va nous ajouter? Ouais. Non, moi je préfère faire ça, comme ça on va avoir une continuité. Après, si vous voulez qu'on fasse l'exemple après, à la fin, on peut le refaire. D'accord? À la fois avec DTD et à la fois avec schéma. D'accord? Alors, donc ici, donc il peut être de type mobile, et donc là, on va saisir un numéro de téléphone. Et donc on peut en avoir plusieurs, et qui peuvent être mobile, etc. Et puis, à la limite, donc on peut avoir aussi un ou plusieurs emails. Et donc les emails, donc on n'a pas mis d'attribut, mais donc il devrait logiquement s'agir d'un email. Après, donc un contact, on peut, donc comme on a dit, 0 ou plusieurs contacts, ça veut dire que le truc ici devrait être validé. Alors pour valider notre document, donc on ajoute ici un doctype. Et donc ici, une doctype, eh bien, il faut donner le chemin, donc on va l'appeler répertoire aussi, .dtd. Hein? Ah ouais, .dtd. Bien sûr qu'il n'existe pas, il faudrait qu'on le crée. Donc vous voyez que l'éditeur Visual Studio Code, donc il nous met les choses en rouge et puis il souligne aux endroits où il y a une erreur potentielle. Donc ici, je crée mon fichier, répertoire.dtd, répertoire.dtd. Et donc à partir de maintenant, alors le fichier répertoire.dtd, c'est bien ça, répertoire.dtd. Alors cannot find DTD, oui, donc c'est juste parce qu'on n'a pas encore créé notre DTD. Le fichier il a été repéré, mais alors pour créer une DTD, donc on peut utiliser la déclaration XML si on veut. Si on ne la met pas, c'est pas un problème. Parce qu'on avait dit la dernière fois que donc DTD, c'est pas du XML. Ça, c'est pas du XML. Le fait que vous ayez un truc qui commence par point d'exclamation, c'est pas un nom valide pour XML. Donc ici, pour déclarer des éléments,
On avait dit qu'on utilisait element. Et donc, pour l'élément racine, c'est répertoire. Et il est de quel type? Eh bien, le type, donc, c'est un type qui va contenir d'autres éléments. Et les éléments, c'est contact. Et donc, alors, élément contact, c'est donc 0 ou plusieurs. Donc, on va utiliser l'indicateur d'occurrence étoile. Alors, soit je le mets ici, soit je le mets là. Et vous voyez que, donc, alors, ça peut paraître... mais les parenthèses, c'est important. Hein. Donc, on verra après qu'on peut avoir des choses juste ici. Donc, je vous montre un exemple. On peut avoir ici virgule. On peut avoir B, virgule C, alors plus par exemple, des choses comme ça. Donc ça veut dire, donc ici, je vais avoir l'ensemble ici qui va se répéter 0 ou plusieurs fois. D'accord? 0 ou plusieurs fois. Et donc l'ensemble ici, ça veut dire à chaque fois, alors ça c'est contact. Chaque fois on va voir contact qui doit apparaître. Mais après, puisque j'ai ici plus, ça doit apparaître au moins une fois et ça peut se répéter plusieurs fois. Donc on peut avoir le genre ici. C'est pour ça que des fois, donc, quand on met l'indicateur à l'extérieur, ça concerne tout le groupe que vous mettez. Alors ça peut être ici, je mets ici B, C, mais ça aurait pu être B pipe C. Ça veut dire soit c'est B, soit c'est C. D'accord? Donc les parenthèses, ils vont nous servir dans ce sens. Alors ici pour nous, donc un répertoire contient 0 ou plusieurs contacts. Et puis un répertoire, et là un attribut. Et donc on avait vu la dernière fois que pour déclarer un attribut, atList, et on dit pour quel élément. Donc ici c'est répertoire. Et puis le nom de l'attribut c'est MAJ, mise à jour. Et le type c'est CData. Bon, parce qu'on avait vu les différents types la dernière fois. Et donc on peut garder ici required, il faut absolument le mettre, ou on peut mettre une valeur par défaut, ou donc dire que c'est facultatif, etc. Alors après, donc les éléments, l'élément ici contact, il faut le déclarer, donc element. Et donc cet élément contact, eh bien, il va contenir quoi? Ben, il va contenir maintenant nom, virgule, prénom, virgule, téléphone, virgule, email. Mais maintenant, pour le prénom, on avait dit que c'est facultatif. Donc, facultatif, il faut mettre point d'interrogation. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Et pour le téléphone, on avait dit au moins un téléphone. Donc, on va mettre ici plus. Et pour les emails, donc on peut mettre 0 ou plusieurs. Facultatif aussi, mais vous pouvez en mettre plusieurs. Donc, on va mettre étoile. Et après, donc, il va falloir qu'on définisse pour contact l'attribut qui est donc le type qui peut être soit ami, soit professionnel. Donc ici, encore une fois, atList. Alors, point d'exclamation, atList. Et donc, pour l'élément contact, on définit l'attribut qui s'appelle type et qui est de quel type? Alors ici, donc, énumération. Et donc, pour l'énumération, vous énumérez les éléments que vous avez. Donc ici, ami ou pro. Ami ou pro. Est-ce qu'il est obligatoire? Donc, on peut laisser obligatoire. On peut mettre une valeur par défaut. Donc, par défaut, si vous mettez rien, la valeur par défaut, c'est ami, par exemple. Et puis après, donc, il faudrait qu'on déclare les différents éléments ici. Donc, ici, element. Et donc, ici, notre élément nom, qui doit être du PC data. Hein, bah, du contenu, c'est juste du PC data. Prénom, pareil. Prénom. Et le téléphone et le email. Alors le téléphone, il est spécial, il a un attribut. Et donc le téléphone, donc atList. Et on va déclarer donc pour tel, on a un attribut qui s'appelle type. Et donc il s'agit d'une énumération qui peut être soit mobile, soit bureau, soit domicile. Voilà, et donc on peut garder required. Voilà, donc ici vous voyez que tout est revenu à 1, donc le document maintenant est valide. Par contre, donc ici, si je ne mets aucun numéro de téléphone, il ne devrait pas accepter, et donc il me dit que... On a mis, donc ici, ça c'est implied, donc on peut le mettre ou ne pas le mettre.
Mais ici, donc à cet endroit, logiquement, je devrais ajouter uniquement, uniquement le téléphone. Et donc là, ici, vous voyez qu'il me propose déjà le type parce qu'on avait mis required. Et donc ici, je mets bureau, voilà, donc bureau, etc. Alors ici, juste par rapport aux éditeurs, donc là, vous voyez, téléphone, hein, c'est obligatoire, il faut mettre type. Et donc quand je mets type ici, vous voyez que, alors il a choisi mobile par défaut. Bon, donc alors, juste par rapport aux éditeurs, des fois, donc la valeur qui est déclarée, on n'a pas donné de valeur par défaut. Mais des fois, quand on donne, alors on avait donné ça pour contact. Si je mets ici type, logiquement, et donc alors, les éditeurs, alors c'est juste par rapport aux éditeurs, je ne sais pas s'il va me permettre, et il ne me fait pas de proposition. Mais en général, quand il vous fait des propositions, avec la valeur par défaut, l'éditeur, il la met en grave là-dessus. On la voit avec la valeur par défaut. C'est juste pour vous dire ça. Bon, voilà, donc pour notre DTD, ça marche. Et vous voyez que le premier contact qui est ami, qui est un nom qui est vide, et son nom, ça peut être ça, pas de problème. Le prénom, il est facultatif, donc on peut l'enlever, pas de problème. Le numéro de téléphone, donc hein, on peut entrer ce qu'on veut. Et bien sûr ici pour l'email, donc ici vous voyez qu'il ne s'agit pas vraiment d'un email. Alors, il y a beaucoup d'aberrations et qu'on ne peut pas corriger au niveau de DTD. Et donc on va voir que le schéma va nous permettre d'aller beaucoup plus loin par rapport à ces limitations. Mais déjà pas mal parce que donc si je suis à ce niveau, ben, je ne peux pas créer un élément A. Il va me dire que l'élément A n'existe pas dans le vocabulaire défini par la DTD. Donc le vocabulaire défini par la DTD, ce sont les éléments et pour chaque élément les attributs qu'il contient. Et puis pour chaque élément, quels sont les enfants possibles de cet élément. Et donc ici avec une DTD, donc on peut faire ça sans aucun problème. Mais donc au niveau de la définition, on ne peut pas aller très loin. Maintenant, on va passer au schéma XML. Et pour ça, donc nous allons lancer, on va lancer des diapositives. Et donc je vais mettre dans votre classe, c'est XML et application B. Alors, il est où? Voilà, c'est celui-ci. Donc, devoir, donc on va créer donc, la documentation pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va voir XML schema. Voilà. Et donc, notre séance, c'est la deuxième séance. 02, nous sommes le 4, 10 2024. Et on va ajouter donc ici les slides, s'il veut bien. Voilà, donc alors XML schema. On va chercher. Voilà, alors V2, PowerPoint. Voilà, donc bon, allez, on va prendre PowerPoint. Oups. Donc j'aurais dû ici enregistrer. Voilà, donc on va ouvrir ça avec Google Slides et on va parcourir un peu donc qu'est-ce qui nous apporte donc le schéma XML rapidement. Donc le schéma XML, donc déjà les DTD nous permettent de concevoir des documents XML valides. Alors, nous permettent de valider des documents XML. C'est un peu, donc quand on parle donc ici d'un document XML valide, c'est comme s'il s'agit d'une instance d'une DTD. Et donc vous pouvez prendre la DTD comme une classe que vous instanciez pour avoir un objet. Et l'objet, c'est le document XML. Donc on peut faire ce parallèle si vous voulez. Et donc alors, donc il y a quand même quelques limitations pour les DTD. Alors les DTD ne sont pas au format XML. On l'a vu. En regardant par exemple le code qu'on a écrit ici pour notre DTD, ça c'est pas, donc on avait dit que les attributs, les valeurs des attributs doivent être entre guillemets, donc il faudrait écrire un nom d'attribut égale valeur. Les noms qu'on utilise ici, point d'exclamation, element, ça c'est pas autorisé, donc on va vous pouvez l'essayer, hein, donc si vous voulez, dans un document XML, il va vous dire que non, c'est pas valide.
Et donc, alors déjà, donc ça, c'est un problème. Alors, c'est pas du XML. Et donc, bien sûr, le schéma XML, on verra que c'est du XML. Donc, la première chose que ça va apporter, c'est ça. Alors, la deuxième donc, remarque importante, c'est que au niveau des DTD, donc les DTD ne supportent pas les espaces de nom. Ça veut dire que si on veut créer, donc faire donc une DTD modulaire, en module, donc c'est-à-dire agréger plusieurs fichiers différents. Et puis, donc, alors, si vous avez des noms ou des éléments qui sont définis ici et là, il va y avoir les mêmes éléments, les mêmes noms, il va y avoir des collisions. C'est un peu ce que vous utilisez dans les langages de programmation. Quand vous utilisez, par exemple, Java, vous utilisez les packages. Qu'est-ce qui vous apporte les packages? Eh bien, ça vous apporte cette possibilité d'avoir la même classe personne ici, personne là, mais qui proviennent de packages différents. Et donc, on va faire la différence entre ces deux classes qui ont le même nom. Et donc, les espaces de nom, ça nous permet donc ici d'intégrer à l'intérieur de notre document XML des documents qui peuvent provenir de plusieurs espaces différents. Et donc ça, c'est une limitation très importante. Et la troisième, et l'une des plus importantes, c'est les types. Vous avez tout à l'heure que le prénom, les noms, on a entré n'importe quoi, vide, etc. Et donc ça, bien sûr, vous entrez, c'est une chaîne de caractères, mais dans le nom, vous pouvez donner point d'interrogation, ça marche. Et donc ça, c'est pas un nom. Et puis aussi, donc, si vous allez vers la date, là j'ai écrit tout à l'heure mars 2024, vous pouvez écrire blabla, ça aurait marché aussi. Mais là, donc, on veut que ça vérifie que ce soit une date, etc. Donc, il y a un problème de type qui est très important et donc qui va être résolu par les DTD. Alors, qu'est-ce que ça apporte le DTD? Eh bien, ça résout les différents problèmes. Le grand problème, c'est le typage. Le typage, et donc ici, on va avoir donc la possibilité d'avoir tous les types imaginables que vous utilisez au niveau des bases de données, par exemple, quand vous déclarez le schéma d'une base de données, c'est-à-dire la structure d'une table, par exemple, vous dites quels sont les noms des colonnes, et quels sont les types, et quelles sont les valeurs par défaut, etc. Donc tout ça, quand vous êtes en train de définir la structure d'une base de données, vous êtes en train de créer le schéma de la base de données. Voilà. Et donc ici, on a les types, tous les types possibles. On verra un peu tous ces types. Et puis on a une notion très importante, la notion d'héritage. Et donc cette notion d'héritage, il nous permet donc d'hériter des éléments, de ne pas avoir à réécrire des choses qu'on a déjà définies, et donc de les réutiliser de manière plus simple. Et bien sûr, de les réutiliser, de les étendre, on verra qu'on va pouvoir aussi les restreindre, etc. Et puis le support des espaces de nom. Et donc les espaces de nom, donc la dernière fois on n'en a pas parlé spécifiquement au niveau de l'introduction à XML, mais on verra qu'avec XML, donc on y est, donc, parce que c'est là où ils sont introduits. Et donc l'espace de nom, ça va me permettre donc de mélanger, de mixer dans un même document plusieurs documents qui proviennent qui sont des instances de schémas différents. Et donc on peut créer des choses qui sont vraiment très, très complexes. Et donc alors après, donc on a les indicateurs d'occurrence. Tout à l'heure, quand on disait donc par exemple numéro de téléphone, on disait donc on utilisait l'indicateur plus. Plus ça veut dire un ou plusieurs. Et donc plusieurs c'est l'infini. Donc vous pouvez répéter numéro de téléphone autant de fois que vous voulez. Et ça donc on avait soit 0, 1, point d'interrogation, soit un ou plusieurs, plus, soit étoile, et donc vous avez 0 jusqu'à l'infini. Mais vous avez aussi le pipe comme opérateur qui nous permet de choisir soit ça, soit ça. Et on peut faire des combinaisons avec le pipe qui peuvent nous donner des choses qui peuvent être complexes. Mais ça reste toujours donc des hacks. Donc c'est pas quelque chose de... Alors, avec le schéma XML, on peut dire exactement je veux 5. 5 éléments. Ben, il faut mettre exactement 5 éléments. Je peux dire entre 5 et 10. Je peux dire entre 0 et 3, etc. Des choses comme ça.
Alors, le schéma sont facilement concevables par module. Donc, on peut concevoir un schéma en plusieurs éléments qu'on va pouvoir rassembler dans un schéma particulier, grâce bien sûr surtout à la notion des espaces de nom. Parce que si vous n'avez pas les espaces de nom, vous ne pouvez pas faire ça. Et les schémas sont des documents XML. Et donc cela signifie que pour les manipuler, les schémas XML, vous allez utiliser toute la panoplie d'outils qu'on a pour manipuler les XML. Et donc je peux utiliser un parseur. Je peux créer, par exemple, en utilisant des choses que vous connaissez déjà, par exemple l'API DOM, eh bien un schéma, je peux le créer dynamiquement par programmation. C'est un document XML. D'accord? Et voilà, et donc bien sûr, on peut faire les transformations, on peut faire ce qu'on veut, on a plein d'outils qui nous permettent de manipuler le XML. Alors, la première des choses, donc, quand on veut déclarer un schéma, puisqu'il s'agit de XML, donc on doit avoir le prologue XML. Et puis, on va avoir ici la racine d'un schéma, c'est l'élément schema. Alors, c'est l'élément schema, s'il vous plaît. Et donc ici, l'élément schema, enfin, l'élément schema, donc ça, c'est la racine. Mais il y a un vocabulaire. Comme dans la DTD, on a element, at least, yak. Et puis, donc, entity, etc. On a plusieurs balises, si vous voulez, donc je vais appeler ça des balises, qui permettent de définir donc, les éléments. Donc c'est ça le vocabulaire qu'on utilise. Alors ici dans le schéma, donc on va avoir un vocabulaire qui va nous permettre de définir c'est quoi, donc comment créer un élément, comment créer un attribut, comment créer une entité, etc. Et donc pour ça, avec le vocabulaire, il est dans un espace de nom. L'espace de nom ici est WED. Alors s'il vous plaît, les espaces de nom, on peut utiliser, donc la plupart du temps, on utilise des URL. Alors, donc, il ne faut pas prendre de l'URL comme c'est quelque chose qui se trouve réellement sur le web. Ça peut ne pas se trouver sur le web. C'est un identifiant. Donc, des fois, on fait des parallèles pour pouvoir utiliser les choses de plusieurs manières. À la fois pour rendre donc unique par exemple, les packages Java, pour rendre unique le nom, donc vu le package auquel il appartient. Mais la construction du package, derrière, donc on utilise ça, donc ça correspond à une structure des dossiers. Alors ici, donc dans le domaine du XML, donc on choisit d'utiliser donc des URL, donc ça nous permet, donc parfois pour des espaces de nom, ça correspond à une URL dans laquelle vous pouvez trouver de la documentation, des choses comme ça. Mais donc ici, c'est juste un identifiant le langage. Bien sûr, ce langage, il doit être accessible quelque part. D'accord? Le langage, je dis le langage, le vocabulaire, hein, qui est le schéma. Et ici, donc, pour pouvoir utiliser les espaces de nom dans XML, on utilise les préfixes. Alors, les préfixes, donc ici, XML namespace, ouais, hein. 2 points, ça c'est le nom du préfixe. Ça, il faut bien comprendre ça. Hein. Et donc ici, le fait d'écrire ici XSD, ça va m'obliger à écrire partout XSD 2 points pour pouvoir accéder à tout le vocabulaire qui est défini par l'espace de nom. Est-ce que vous voyez? Donc si je ne mets pas ici 2 points XSD, je mets directement dans un document donné, je mets XML namespace égale blablabla, http://blabla.com/ machin, eh bien, je peux accéder au vocabulaire de ça, logiquement, directement sans mettre le préfixe. Donc, si vous ne mettez pas le préfixe, ici, il ne faut pas le mettre. Mais bien sûr, pour utiliser le schéma, on a absolument besoin du préfixe. Parce qu'on veut définir un nouveau schéma. On veut définir un nouveau schéma. Donc, le schéma XML, c'est un vocabulaire. Avec le vocabulaire, il doit être validé, puisqu'il s'agit d'un document XML. Le vocabulaire qui est présenté par cet espace de nom. Et donc, lui-même, il a son schéma. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc, c'est le schéma du schéma XML. Alors, je dis toujours, parce que c'est amusant. Donc, on va voir le schéma du schéma. Donc, alors, qu'est-ce qui a été le premier? Est-ce que c'est le schéma
ou le schéma? Est-ce que c'est la poule ou l'œuf? C'est un peu paradoxal, hein. Mais bon, on va voir, donc on va s'amuser avec les schémas XML. Et donc le but final, donc, c'est d'utiliser, donc ici, donc quand vous faites, il faudrait spécifier l'espace de nom et dire XS, donc ici, si je mets XSD, si je mets ici XYZ, ben ici, je mets XYZ, deux points. D'accord? Pour accéder à l'élément qui appartient à cet espace de nom. Et qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Eh bien, on va vouloir créer des éléments, des attributs, exactement comme on a fait tout à l'heure. Eh bien, on va trouver dans cet espace de nom, ici, on va trouver le vocabulaire, donc XSD element, qui nous permet de déclarer un élément, XSD attribute, qui nous permet de déclarer un attribut, etc. Voilà. Donc, je prends un exemple ici. Donc voilà, donc j'ai ici un schéma donc, qui vient jusqu'ici. Et là, je déclare un élément qui s'appelle contact. Contact, un peu comme notre contact. Et donc ici, il est de quel type? Donc vous voyez ici qu'on va décrire maintenant en utilisant XML. Donc XML, donc, ça doit être well format, bien formé, et ça doit être valide. Et donc ici, type égal, et là, vous voyez XSD string. Ah, XSD, donc ici, c'est le préfixe qu'on a utilisé ici, là, XSD. Et donc, .string, ça veut dire là qu'on est en train de sortir un type, un vrai type. Et tout à l'heure, dans HTML, dans DTD, on disait, donc, alors, pour un attribut, par exemple, vous dites type, c'est data. Ah oui, donc ici, là, c'est string, c'est plus clair. Et je crée un deuxième élément ici, name, remarque, donc c'est bien celui. Et pour le premier ici, contact, type, c'est type contact. Donc, alors, vous voyez que type contact ici, c'est un type qui ne provient pas du XSD. Et donc, je suis en train d'utiliser type contact. Bon, le type contact n'existe pas. Donc, il faut le définir avec le type. Il faut le déclarer. Et donc, ici, mon élément, ici, mon type ici, il faudrait que je le déclare. Et donc, on va voir que le type ADA, c'est un type qui va être complexe. Pourquoi? Parce qu'il va contenir d'autres éléments à l'intérieur. On appelle ça type complexe. Et on peut avoir, par exemple, pour un attribut, il est toujours de type simple. Parce que déjà, il ne peut pas avoir d'enfant. C'est ça. Un attribut ne peut pas avoir d'enfant. D'accord? Et donc, vous pouvez même avoir un élément, par exemple, si je prends email, le email. Qu'est-ce qu'on met dans le email? On met juste l'adresse email. Donc, le contenu d'un élément email, vous mettez juste, donc c'est un type simple que vous mettez à l'intérieur. D'accord? Ou ici, donc, je prends le cas de remarque, et donc, il est de type simple. Et ce type simple, ce sont les types qui sont définis. XSD, vous pouvez y accéder. Sinon, si le type est complexe, en général, vous allez créer votre propre type. Ici, donc, je l'appelle type contact, qui doit être complexe. Alors, pour créer des attributs encore, vous voyez, c'est beaucoup plus simple hein, que DTD, mais c'est beaucoup plus large et aussi plus complexe. Donc, ça dépend. Donc, moi, je vous mène pour qu'on voit déjà, on puisse faire les choses élémentaires. Donc, ici, pour ajouter un attribut par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, attribute, mise à jour, name, le nom de l'attribut, mise à jour. Il est de quel type? Date, XSD, date. Et donc, vous voyez ici, XSD, date, donc ça doit être une date. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi. Vous allez voir, donc ici, ça doit être une vraie date. Si vous mettez le 31 septembre, il va vous dire, ah non, il n'y a pas de 31 septembre. D'accord? Ou, je ne sais pas moi, le 30 février, ou des choses comme ça. Il va vous dire que ce n'est pas possible. Alors maintenant, bien sûr, pour les attributs, donc, on avait vu que les attributs, il y avait 4 parties pour les attributs. Il y avait le nom de l'élément auquel appartient l'attribut. Il y avait le type le nom de l'attribut lui-même, le type de l'attribut, et puis la valeur par défaut. Hein. Et donc, tout ça, maintenant, il faudrait qu'on l'exprime par des attributs. Et donc, ici, attribute, name, mise à jour. Type, XSD, date. Maintenant, use optional. Use ici, est-ce qu'on veut que ce soit required, optional, etc. Et puis, donc, alors, je mets ici use optional et je mets default. Voilà. Alors, ici, s'il vous plaît, donc, à méditer un peu parce que, donc, on est dans un monde très complexe et on essaye de le simplifier. Alors, ici, quand vous faites use optional, bon, est-ce que déjà use, est-ce qu'il est, la déclaration,
Le schéma du schéma, hein. Je suis en train de parler du schéma du schéma. Est-ce que use est obligatoire? Quand je déclare un attribut, il n'est pas obligatoire. Et donc, si je mets default, ce n'est pas la peine de mettre optionnel. Mais je le fais ici, pour que vous le voyez et pour en parler. D'accord? Si je mets required, est-ce que j'ai besoin de mettre default? Ça n'a pas de sens. Il y a des choses qu'il faut. Et puis, on avait vu, par exemple, fixed. Fixed, c'est quand vous avez un attribut qui doit être fixe et qu'il ne faut pas modifier. Eh bien, ici, à ce moment-là, vous ne mettez ni optionnel, ni default, ni machin. Vous mettez fixed égale la valeur qui va être fixée. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, donc, on peut aussi, donc, au niveau du schéma XML, faire les choses. Donc, des fois, quand je déclare un schéma, je peux créer un élément qui peut être complexe. Et je peux, donc, cet élément peut apparaître dans plusieurs autres éléments, par exemple. Et donc, alors ici, je prends le cas de page. Je crée un élément qui s'appelle page. Pages. Et donc, vous voyez ici un type encore spécifique, XSD positive integer. Bon, positive integer. Hein, donc, un entier positif. Et puis, vous avez auteur type XSD string. Alors maintenant, je vais utiliser, donc je crée un élément livre. Et là, à l'intérieur de livre, je ne mets pas type ici. Je peux le mettre si je veux. Mais je peux déclarer le type à l'intérieur de l'élément lui-même. Vous voyez là? Et donc, il s'agit d'un type complexe. Complex type. Et donc, complex type, qu'est-ce qu'il contient? Donc, si on devrait faire ça avec la DTD, comment on va dire? On va dire livre. D'accord? Et on va ouvrir parenthèse. Et on va mettre auteur, virgule, pages, ou pages, virgule, auteur. Alors ici, donc là, on appelle ça une séquence. Eh bien, c'est voilà, sequence. Ça, c'est les parenthèses. Sequence, slash sequence, pour fermer la parenthèse. Et à l'intérieur, je dis element, et là, je fais ref. Je vais référencer cet élément, ici, auteur, et je référence cet élément page. Vous voyez? Alors ça, donc ici, là, c'est parce que là, je suis en train de créer livre, mais quelque part dans mon schéma, je peux avoir un autre élément qui contient aussi pages. Et je le réutilise. Donc, ce n'est pas la peine de le redéfinir à chaque fois. Ça serait bête de le redéfinir à chaque fois. Donc, si vous devez utiliser un élément plusieurs fois, vous le déclarez une seule fois et vous le référencez. C'est ce qu'on fait ici. Donc, on peut faire ça. Alors ici, donc on verra que donc, ici à l'intérieur, sequence, dans un complex type, vous pouvez avoir fait sequence, on peut avoir plusieurs types de... Hein, et c'est un peu, donc il faut toujours revenir au DTD. Si je mets parenthèse, je mets A, virgule, B. Donc c'est une séquence. Virgule, c'est une séquence. Si je mets A, pipe, B, ce n'est pas une séquence, c'est un choix. Eh bien, ici on va voir choice. Dans une DTD aussi, on peut déclarer, si vous vous souvenez, donc un élément peut contenir all, par exemple. N'importe quoi. N'importe quel élément défini, on peut le mettre à l'intérieur. Eh bien, on a toutes ces options ici. Alors, juste pour vous dire, donc, quand vous construisez un élément complexe, eh bien, ça vous permet donc d'utiliser plusieurs... Et on peut imbriquer, s'il vous plaît. Comme je vous ai fait tout à l'heure l'exemple, au début, je vous ai dit répertoire contient contact. Et pour vous démontrer donc, la notion des parenthèses, j'ai mis virgule, j'ai mis A, virgule B, étoile, etc. Et bien là aussi, dans une séquence, on peut avoir d'autres séquences. On peut avoir à l'intérieur des choice, etc. Et donc, on peut avoir des parenthèses, si vous voulez, partout. Donc, choice, c'est des parenthèses avec pipe. Sequence, c'est des parenthèses avec virgule. Voilà. Alors maintenant, les types. Donc, les types, il y en a plein. Bon, plein. Alors, tous les types ici, donc, any type. Any type, donc vous pouvez avoir all complex type. Et complex type, c'est vous qui les définissez. Et puis, any simple type. N'importe quel type simple, ça doit obéir à ça. Alors, ça doit obéir à ça. Donc, ici, vous avez string, boolean, entity, ID, ID ref, QName, etc., decimal, etc. Et vous avez la structure ici qui est très intéressante. Donc ici, il faut voir, par exemple, si je prends string, c'est, donc ici vous avez string, c'est l'ensemble des caractères.
l'ensemble des caractères. Quand vous déclarez donc votre document XML, le prologue, vous mettez donc le charset que vous utilisez. D'accord? Eh bien, tous ces caractères sont autorisés. String, tout l'ensemble. Et puis maintenant, plus vous descendez ces data, eh bien là, on va limiter les caractères. Il y a des caractères qui ne seront plus autorisés. Et je descends token, encore je fais une restriction. Alors, les restrictions, s'il vous plaît. Donc, très important ici, la restriction, ce n'est pas uniquement l'ensemble des caractères, mais aussi dans... parce que ici, donc, l'ensemble, on va mettre donc 0 ou plusieurs caractères dans le cas général, d'accord? Mais toujours, il faut faire la différence entre le premier caractère et les autres caractères. Par exemple, dans les langages de programmation, si vous prenez une variable, vous ne pouvez pas l'appeler 1, 2, 3, x. D'accord? Mais vous pouvez l'appeler x, 1, 2, 3. Il n'y a pas de problème. Donc, ça ne doit pas commencer par un chiffre. D'accord? Et ça, je pense que vous le savez, par exemple, dans JavaScript, est-ce qu'on peut créer une variable qui commence, par exemple, par $? Une variable qui commence par $. Non. Et pourtant, ça on l'a vu. Hein. On a vu. Donc ici, voilà. Donc si vous créez une variable $ égale 45, il n'y a pas de problème. Votre variable $ existe. Mais est-ce que je peux écrire une variable 1A égale à 60 machin? Là, il ne va pas accepter. Mais est-ce que je peux écrire par exemple une variable qui s'appelle underscore? Ouais. Et donc là, alors $, s'il vous plaît, $, c'est jQuery. jQuery est la variable de $. Et puis underscore, c'est la variable d'une autre bibliothèque qui s'appelle underscore. D'accord? Mais vous pouvez utiliser ça dans vos scripts, etc. Bon, voilà. Ah, bien sûr, ici, j'ai mis underscore espace, donc je n'ai pas mis égal. Mais bon, voilà, donc ici, s'il vous plaît, donc il faut bien voir, quand on descend dans cet arbre ici, quand on descend, eh bien, on est en train de descendre, on fait des restrictions, mais aussi, donc, on va dire quel est le caractère qui va commencer. Et donc, en général, on va utiliser derrière une expression régulière pour ça. Alors, on va aller maintenant, donc, alors, les dates, on a vu tout à l'heure date. Donc, XSD date. Ah, il y a date ici. Alors, mais il n'y a pas que date, il y a month, il y a year, il y a century, il y a time period, etc. Donc, on a plusieurs possibilités au niveau, donc ici, de la représentation du temps. D'accord? Et puis, pour les nombres, donc, on a décimal et float. Donc, décimal, c'est donc les nombres décimaux en général. Et donc, ici, on va faire une restriction pour arriver à integer. Et au-dessous de integer, ça devient intéressant. À gauche, on devrait avoir ici les non positive integers. Et si on descend, c'est les negative integers. Alors, quel est le truc ici? Qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc là, ici, on va dire ici, c'est n, c'est n, c'est l'ensemble des entiers naturels, négatifs ou positifs. Et donc ici, si je vais ici, c'est... comment il s'appelle l'ensemble? Z. Voilà. Donc ici, c'est Z moins. Voilà. Et là, c'est Z moins étoile. On va enlever le 0. Là, c'est Z plus, avec le 0 inclus. Et donc ici, positive integer, c'est donc j'enlève le 0. Et parce que là, je suis strict, donc parce que 0 est à la fois positif et négatif. D'accord? Et puis, insigned long. Et donc ici, les nombres non signés. Donc non signés, c'est donc positif. Mais ici donc, si on continue à descendre ici, donc on est en train de réduire la taille. Et donc c'est le cas ici. Si vous prenez integer et vous descendez ici, long, c'est signed. C'est l'inverse un peu de ça. Hein. Enfin, ici, c'est insigned, c'est juste les nombres positifs. Ici, il y a le premier chiffre, ça représente le signe, plus ou le moins. Et donc ici, long, int, short, byte. Et donc, vous voyez que la restriction, c'est juste une restriction d'espace. Mais là, il y a le signe.
Le premier caractère, il a qu'un 0, 1, ça indique le signe. D'accord, le premier caractère. Donc voilà, donc les types ici, donc on peut vraiment tout représenter. Et donc, peut-être on a sauté binary, donc alors un élément peut contenir n'importe quoi. Binary, donc des données binaires. Et donc ça, c'est valable pour les données, je sais pas moi, une image, le contenu d'un fichier image, d'une vidéo, tout ce que vous voulez, donc vous pouvez mettre à l'intérieur. Hein, des données binaires. Ouais. Est-ce qu'on est obligé de choisir l'un de ces types? Eh bien, dans tous les langages de programmation, vous êtes obligé de choisir les types qui vous sont proposés. Si c'est obligatoire de donner le type, eh bien, vous allez choisir l'un de ces types. Seulement, certains langages vous proposent de créer des types personnalisés. Mais ces types personnalisés, vous les créez à partir des types qui existent. Et donc, ici pour nous aussi, ici, eh bien, on va pouvoir créer des types qui nous sont propres à nous. Par exemple, je vous donne l'exemple. Par exemple, ouais, donc le mot de passe, ouais, des trucs plus simples. Par exemple, le type de téléphone. C'est quoi? Alors, c'est uniquement soit mobile, soit bureau, soit domicile. Si vous mettez quelque chose d'autre, je vais vous dire non, c'est pas ça. Et donc, c'est une énumération. Et ça, c'est un type. Et on peut créer des types, par exemple, pourcentage. Par exemple, un pourcentage, c'est un nombre que je peux dire entier, qui doit être compris entre 0 et 100. Et donc là, on va définir que ça ne doit pas être 101 ou là 200 ou là un nombre négatif, etc. Mais on va se baser sur quoi? On va se baser sur les types qu'on a ici et on va descendre. Donc alors, si je prends l'exemple du pourcentage. Alors, pourcentage, c'est un nombre positif. Donc il est insigné. D'accord? Donc je peux prendre un élément ici. Alors ici, je prends ici insigné de byte. Pour économiser au niveau de l'espace, j'ai besoin juste d'un insigné de byte. Un insigné de byte, donc vous avez de 0 jusqu'à 255. C'est suffisant pour moi. Et je vais éliminer tout ce qui est au-dessus de 100. Et donc je descends et je vais appeler mon type comme je veux, type pourcentage. Et je descends en bas. Et donc nous, on peut étendre le modèle qu'on a ici. Un truc donné, je peux créer mon propre type à moi. Donc on verra ça, c'est très intéressant. Alors, donc ici, type complexe. Alors c'est quoi un type complexe? Alors, donc pour définir un type complexe, donc on va définir tout ce qui n'est pas complexe, c'est plus simple. On va définir tout ce qui est simple. Alors, un type simple ne peut contenir ni de sous-éléments, ni d'attributs. Ça fait. C'est clair, yak. Donc, si vous prenez un élément qui ne peut contenir de sous-éléments, enfin, on va dire un nœud, pour rester plus général, un nœud qui ne peut contenir de sous-éléments, qui ne peut contenir d'attributs, donc il est de type simple. Et bien sûr, donc attribut, ça ne peut s'appliquer qu'à un élément. Mais un attribut, forcément, il est de type simple. Vous êtes d'accord? Un attribut ne peut être que de type simple. Un attribut ne peut pas avoir d'attribut et il ne peut pas avoir d'enfant. Donc, il est forcément de type simple. Voilà, donc alors ici, alors qu'est-ce que j'ai ici? Bon, donc ici je montre donc ce dont on a parlé tout à l'heure, séquence, parenthèse, etc. Donc il s'agit forcément de la déclaration d'un type complexe. Alors, le type ici que vous regardez, s'il vous plaît, juste un exemple. Ce type ici, ça correspond à la virgule qu'on a dit la DTD, parenthèse, virgule. Donc ici, c'est une séquence. Et donc l'ordre ici est important. Mais donc ici, ce type, il est de type complex type. Je peux le déclarer de manière indépendante et le réutiliser. Par exemple, pour déclarer les types. Donc, bien sûr, ça, c'est un type complexe, complex type. Mais on va avoir, pour opposition, simple type. Par exemple, simple type pour déclarer un type simple, qui est spécifique. Par exemple, le nom, le prénom, c'est des chaînes de caractères. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui s'appelle point d'interrogation. Par exemple.
Donc, on va quand même créer notre propre type. C'est le cas des mots de passe, par exemple. Je veux que le mot de passe ait un certain nombre de caractères, entre 8 et machin. Il doit contenir absolument au moins un chiffre, au moins un caractère, etc. Donc, il faudrait qu'on crée un autre type pour faire cette validation. D'accord? Alors, le type ici, quand vous le déclarez, vous pouvez lui donner un nom. Par exemple, s'il s'agit de simple type, je déclare un type pour les noms, les prénoms, etc. Je le déclare à part et je l'applique l'élément, donc pour name, pour le nom, pour le prénom, etc. Il ne faut pas répéter les déclarations plusieurs fois. Donc, quand j'ai un type qui est utilisé à plusieurs endroits, je le déclare à l'extérieur. Mais dans un élément, quand je déclare un élément, il est d'un certain type donné, ce qui peut être que ce soit simple, soit complexe. Je peux entrer à l'intérieur de cet élément, entre l'élément / element, et je peux déclarer le type, simple type ou complex type. Mais donc ça, c'est quand l'élément ne se répète pas. S'il se répète, je déclare le complex type à part. Ou head complex type, ça doit être déclaré la racine de notre document schema. Comme ça, il est global, si vous voulez, accessible partout. D'accord? Alors, donc le choix, choice, j'en ai parlé tout à l'heure. Le choix, pipe. Donc, on vient de voir un sequence, c'est pour faire virgule. Et on a choice pour faire le choix entre plusieurs éléments. Bon. Alors, je passe quand même la présentation. Donc, globalement, et après, on va rapidement créer différents éléments. Donc, ici, voici quelques exemples ici de complex type. Et donc, ici, complex type. Donc, on peut mettre ici all, par exemple. Oui. Au lieu de sequence ou de choice, donc je peux mettre all. Et donc ici, all indique que les éléments enfants doivent apparaître une fois ou pas du tout. Une fois ou pas du tout. Et surtout ici, et dans n'importe quel ordre. Une fois et pas du tout. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire ça avec une DTD? Il faut réfléchir. Hein. Surtout, et dans n'importe quel ordre. Une fois ou pas du tout, ça, on peut le faire. Mais avec l'ordre, c'est pas évident. Mais bon, donc ici, on a des types un peu... Moi, personnellement, donc, all, des choses comme ça, c'est le dernier recours. Donc, il faut essayer de trouver quelque chose pour être vraiment très précis. Et quand vous mettez des choses comme all, vous autorisez n'importe quoi. Et donc, il faut être vigilant. Maintenant, juste après ça, donc, on va commencer à pratiquer. Donc, ici, les indicateurs d'occurrence, on avait vu étoile, plus et le point d'interrogation et qu'on va appliquer à la fois, donc on peut appliquer à la fois pour des éléments eux-mêmes ou à des séquences ou à des choix. Voilà. Donc, alors ici, au niveau de XML, on utilise des attributs pour ça. Min occurs, max occurs. Et les valeurs par défaut de min occurs et max occurs, c'est 1. Si je reviens par exemple ici, là je déclare un choice. Là j'utilise cet élément ou cet élément. Eh bien le truc, ça doit apparaître une seule fois. Alors, où on peut définir ça? Donc je reviens ici. Alors c'est où? Qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'aller en avant. Là, je reviens en arrière. Alors, je prends la séquence. Séquence, un élément, nom, prénom. Donc, parenthèse en DTD, parenthèse, nom, virgule, prénom. Donc, vous voyez que l'ordre, l'ordre. Donc, nom doit apparaître après prénom, une et une seule fois. D'accord? Et donc, alors maintenant, si je veux mettre nom et prénom, je veux mettre les deux, je mets les parenthèses et je mets étoile. Ça veut dire quoi? Ou je mets, je sais pas moi, plus. Ça veut dire quoi? Je mets nom, virgule, prénom, je ferme la parenthèse et je mets plus. Ça veut dire la séquence nom, virgule, prénom peut se répéter plusieurs fois. Et donc ici, donc si vous mettez ça après la parenthèse, il faut la mettre séquence. C'est un attribut de la séquence. Si maintenant je veux que le prénom soit facultatif, je mets nom au prénom, je mets point d'interrogation. Et donc ici, je viens vers prénom, tout simplement,
Et je vais lui dire maintenant min occurs. 0. Parce que la valeur de min occurs au max occurs, il y a 1. Et donc, si je mets min occurs égale 0, bon, donc il n'y a pas de problème. Min occurs égale 0, max occurs égale 1, donc il peut apparaître ou ne pas apparaître. Vous voyez? Donc, on peut appliquer ça directement sur l'élément ou au niveau des parenthèses, c'est-à-dire au niveau de la séquence ou là, le choix. Hein, même ici, le choix, on peut dire est-ce que je veux que ça apparaisse une ou plusieurs fois. La même chose ici pour all, min occurs, max occurs. Ici, on vous dit apparaît une fois et dans n'importe quel ordre. Bah, si je mets ici max occurs égale l'infini, eh bien, les éléments vont apparaître dans n'importe quel ordre. Voilà. Et donc, dans une telle situation, donc on peut... Bon, donc ici, ça c'est apparaît, ou n'apparaît pas. Donc, on peut utiliser pipe, choice. Et si on doit utiliser max occurs, min occurs ici. Quoi. Alors, on passe maintenant à la pratique. On veut valider toujours notre document et on veut créer un peu l'équivalent de notre DTD qu'on vient de faire ici, en utilisant les notions qu'on vient de voir tout à l'heure. Et donc, on va les appliquer à notre répertoire. Bon, on va créer un nouveau fichier répertoire après, mais pour le moment, donc, on va créer notre schéma et donc, on va l'appeler aussi répertoire. Schéma, c'est XSD, l'extension. Bon. Donc ici, on va créer la déclaration, tac, 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 et on va lui dire de nous créer un nouveau schéma. Donc alors ça, je suis en train, s'il vous plaît, d'utiliser l'extension de Red Hat. On l'avait utilisé la dernière fois. Donc voilà. Alors vous voyez que maintenant, j'ai le curseur qui est automatiquement, en fait le snippet, c'est le curseur qui est positionné, multicurseur, vous le voyez, ça clignote partout. Et donc je peux modifier, je peux modifier ici ça et écrire blabla. Et vous voyez, blabla, partout il change. Donc je déclare ici le préfixe, c'est blabla. Et donc, blabla de point schema. Blabla de point element. Donc vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Et donc ici, je peux changer encore et appeler ça X, Y, Z, ce que je veux. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais dans la vie réelle, donc ici, puisqu'il s'agit d'un schéma, on va utiliser XS comme XML schema. C'est la valeur qui a été proposée par défaut. Maintenant, un document XML doit avoir absolument une racine. Et donc voilà, il me propose de créer cet élément déjà, donc l'élément racine. Donc, pour nous, donc le nom de l'élément, c'est répertoire. Et il est de quel type? Donc, je peux déclarer le type ici à l'intérieur, d'accord? Comme je peux le déclarer ici. Donc, dans un premier temps, je peux le déclarer à l'intérieur. Et on va faire les déclarations, on appelle ça en poupée russe. Poupée russe, c'est la poupée, fausse la poupée, fausse la poupée. J'ai pas compris votre question. Ici, là, à la place de tout ça. À la place de l'élément et l'élément. Ici. Ah, X, Y, Z. Si j'écris X, Y, Z, ça doit exister ça où? Ça doit exister le vocabulaire des schémas. Donc tout ce qui va apparaître, alors ici s'il vous plaît, quand vous faites ça, j'enlève tout ça, je fais XS 2 points, là ça me propose le vocabulaire qui existe, qui est défini dans le schéma XML. D'accord? Donc je ne peux utiliser que le vocabulaire qui existe ici. Donc là je déclare donc un élément, absolument il doit avoir un name, et donc pour nous ici c'est répertoire, et donc je peux définir le type, alors je peux le définir à l'intérieur. Et donc, on peut continuer à chaque fois, on définit à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle donc ici des déclarations en poupée russe. Poupée russe, donc les poupées que vous mettez les unes à l'intérieur des autres, etc. Ça, c'est une approche qu'on peut faire, mais je vais faire une approche séparée pour qu'on voit les choses plus clairement. Et donc ici, à chaque fois, je vais déclarer type, l'attribut type. Alors, l'attribut type, je l'appelle comme je veux. Et donc ici, je vais l'appeler type, donc ici, répertoire. Répertoire.
Ah, bien sûr, vous voyez que type répertoire, il ne le connaît pas. Parce que je ne l'ai pas déclaré. Il faudrait que je le déclare. Alors, CTRL Z. Voilà. Donc, alors, le type ici, alors, à votre avis, donc un répertoire, est-ce que c'est un type simple ou complexe? Forcément, il est complexe. Donc, complex type. Et donc là, je dois donner le nom que j'ai utilisé en haut, c'est type répertoire. À partir de maintenant, vous voyez qu'il s'est calmé, pas de problème. Et donc maintenant, à l'intérieur de mon type répertoire, qu'est-ce que je dois créer? Et qui est type complexe? En DTD, qu'est-ce qu'on doit faire en DTD? Donc ça contient quoi? Ça contient des contacts. Contacts plus. Contact plutôt étoile. D'accord? Alors, donc maintenant, je dois créer une séquence. Hein, une séquence. Donc XS, sequence. Et donc ici, ma séquence, à l'intérieur de ma séquence, là j'ai créé les parenthèses. Eh bien, ça va contenir un élément XS element. Element, c'est bien ça. Et qui doit absolument avoir un name. Et donc le name de mon élément, c'est contact. Et donc mon contact ici, il est de quel type? Bon, on va mettre encore type. On met les choses séparées. Type contact. Type contact. Et je peux fermer ici. Type contact, bien sûr qu'il faudrait que je déclare. Donc ici, XS. Alors contact, c'est aussi encore un type complexe. Donc complex type. Name type contact. Alors bien sûr, il faut mettre... voilà. Et donc mon type contact, c'est encore XS sequence. Et donc ma séquence, il va contenir maintenant l'élément quoi? Nom, prénom, etc. Voilà. Alors ici, donc, je reviens juste en type répertoire. Un élément répertoire, il a un attribut. Et donc ça doit être déclaré. Donc ici, un élément répertoire. Et là, un type contact, c'est-à-dire donc l'élément contact qu'on va définir après. D'accord? Mais il a un attribut. Et cet attribut, je dois le déclarer ici. Donc on le déclare juste après la séquence. Et donc ici, XS, attribute. Et donc le nom de notre attribut, c'est quoi? Alors name, donc ici, name égale, on avait appelé ça maj, et donc ici, type. Ici, le type est très simple, c'est XS2.date. Alors maintenant, donc ici, je reste ici répertoire. Peu importe ce qu'il va y avoir à l'intérieur du répertoire, mais l'élément racine répertoire, il a un attribut, le voici. D'accord? Et donc cet attribut xDate, est-ce qu'il est obligatoire? On avait dit tout à l'heure qu'il était obligatoire. Donc on va utiliser use. Alors, optional, prohibited, vous n'avez pas le droit de le mettre, ou required. Donc pour nous, c'est required. D'accord? Alors, à partir de maintenant, donc ici, ça c'est pour notre type répertoire qui contient des contacts. Et donc, contact, c'est type contact. Là, j'ai créé, donc, dans DTD, là, je suis dans contact et j'ouvre les parenthèses. Donc, les parenthèses, ici, sequence. Et donc, ici, ça doit contenir, donc, les éléments. Alors, voilà. Donc, les éléments XS element. Et donc, mon élément name égale nom. Bon, dans un premier temps, donc on va mettre ici type égale XS string. Dans un premier temps. Et donc on a le prénom. Et on a le téléphone, yak. Téléphone. Et on a le email. Alors ici déjà, donc on peut faire en sorte, alors je reviens ici à notre type contact, ici, répertoire, qui contient contact. Qui contient contact. L'élément contact. Alors l'élément contact, ici, le fait de faire ça, eh bien, il va se répéter exactement une fois. J'ai mis contact, j'ai pas mis l'étoile pour contact. Donc alors, je dois le mettre ici, dans notre situation ici. Donc ici, min occurs, et donc par défaut la valeur c'est 1, donc je lui dis non c'est 0.
Comme ça, au début, je peux avoir répertoire slash répertoire, rien dedans. Et max occurs, on va lui dire ici unbounded. Unbounded, c'est l'infini. Hein. Mais bien sûr, pour contact, je peux avoir 1000, 2000, donc il ne faut pas me limiter. Mais je peux lui dire maximum 2000 contacts. Mais il vaut mieux laisser ici unbounded, pas de limite. Donc voilà pour contact, et ça contient, donc alors, non, ça doit apparaître une fois pour contact. Bien. Le prénom facultatif, donc qu'est-ce qu'on va faire? Min occurs 0. Bon, max occurs, oui, donc alors, le prénom, donc on peut en général 0 ou 1, d'accord? Un point d'interrogation. Mais par contre, le téléphone, donc ici, max occurs, minimum une fois, donc c'est min occurs est déjà égal à 1. Max occurs, on peut mettre, pas unbounded quand même, on va mettre 5 ou 6. On a mis XS string pour le moment. On va corriger. Donc alors ici, alors donc on a mis, donc alors je vais mettre 3. Alors il va falloir qu'on ajoute ici pour le téléphone le type, hein, l'attribut. Et donc là, quand on regarde ça, c'est pas possible. Parce que là, j'ai mis le type ici, XS string. XS string, il est de type, c'est un simple type. Et donc, je ne peux pas déclarer d'attribut. Si je veux déclarer un attribut, forcément, le type doit être un complex type. Et donc, il faudrait que j'enlève ici type, ou je donne un nouveau type qu'on va créer. D'accord? On peut déjà commencer à utiliser ça. Donc, je vais appeler, donc on va créer un nouveau fichier. On va l'appeler rep.xml. Et donc, ce rep.xml, donc on va insérer la déclaration. Et après, donc on va lui dire ici, insert schema association. Bon. Il me dit le chemin répertoire.xsd. Voilà. Alors ici, si je reviens en bas ici, donc vous voyez que j'ai la possibilité, donc la racine, voici la racine. Vous voyez qu'il a mis automatiquement, voilà. Alors je vais lui dire le 12/12/2024. Il la souligne. C'est pas une date. Je lui dis, allez, donc je lui dis tirer, non. Et donc les dates, s'il vous plaît, en XML, ils ont un format spécial pour les dates. Et donc les dates, ça doit toujours commencer par l'année 2024, suivi par month, mm, tiré, donc alors je mets quoi? Donc on met le -9, tiré, donc je vais mettre le 20. Là c'est bon. Si je mets deux chiffres ici, il ne va pas accepter. Je mets 22, ça passe. Je mets 31, il ne va pas accepter. D'accord? Donc la validation d'elle une date. Donc ici le 30, il va accepter. Donc voilà, ça c'est... Mon truc ici valide. Pourquoi il est valide? Parce que donc un répertoire contient 0 ou plusieurs contacts. Donc là, on est dans le cas de 0. Si je viens ici à l'intérieur, logiquement, je ne peux ajouter que contact. D'accord? Et alors ici, je fais contact ou un commentaire. On peut ajouter des commentaires où on veut. Alors, en contact, il le souligne parce qu'il n'est pas valide. Donc déjà, pour contact, on a ici un attribut. On n'a pas encore déclaré l'attribut. Pour contact. Mais ici, donc à l'intérieur, donc je dois avoir le nom. Alors, CTRL Z. On doit avoir le prénom, qui est facultatif, ou le téléphone. Et on doit avoir le email. Voilà. Alors, le email, je n'ai pas mis facultatif, donc min occurs égale à 0. Là, si je mets min occurs égale à 0, si je reviens au schéma ici, pour mon email, on va mettre min occurs égale 0. Et bien sûr, donc on peut mettre max occurs égale à 2. Voilà, donc si on met deux emails, il n'y a pas de problème.
Si je mets un troisième, il ne va pas aimer. D'accord? Si j'enlève tous les emails, il n'y a pas de problème. Si j'enlève le téléphone, il y a un problème. Et bien sûr, donc vous voyez que le problème ici, c'est que on est, alors pourquoi il, hein, on est ici, nom peut contenir walou. Donc ici, je vais remettre ici prénom. Là, c'est bon. Et on va mettre téléphone. Téléphone. Là, c'est bon. Voilà. Et donc, pour téléphone, donc si je fais ici, logiquement, il me propose soit email, soit téléphone. Vous voyez qu'il est logique. Il est beaucoup plus logique ici. Voilà. Et pour le téléphone, donc on en a mis 5. Donc, encore une fois, tac, 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 à un moment donné. Là, c'est à partir de... J'en ai mis 3. Donc, il faudrait que je supprime ça. Vous voyez qu'il a souligné ici. Là. Donc, complexe aidant, téléphone can occur maximum of 3. Donc, il a détecté le problème. Voilà. En CTRL Z, c'est ici. Voilà. Donc, mon document ici est valide. Mais c'est une passoire. Donc, il fait passer n'importe quoi. Donc, il faudrait qu'il passe exactement les choses qu'on voudrait qu'il passe. Et donc, ici, pour cela, on va revenir un peu à nos slides pour voir un peu la suite. Alors maintenant, donc on a vu les indicateurs d'occurrence, min occurrence, max occurrence. Maintenant, la question qui va se poser, c'est que le nom, ce n'est pas uniquement XS string. Ça doit être, par exemple, minimum 3 caractères. D'accord? Et ça ne doit pas commencer par des chiffres, des points d'interrogation, etc. Donc on peut être très précis par rapport à ça. Et donc pour ça, on va faire ce qu'on appelle la dérivation. Alors la dérivation, donc ici, donc, les types simples et complexes permettent déjà, donc, on vient de voir, de faire plein de choses. Donc, mais donc, donc il est possible de raffiner donc, ces déclarations. Et sabah al-khair, ça va. Ça y va, Fik. Ouais. Non, c'est moi. Donc, alors, il est possible de raffiner leur déclaration, donc des types. Et donc, on va faire deux possibilités. Soit on va faire une restriction. C'est-à-dire, on va prendre un type donné, un nombre, par exemple. Comme on a donné l'exemple tout à l'heure de pourcentage, on va prendre un insigned byte. Et on va dire, ça va contenir de 0 jusqu'à 100. On va éliminer les autres. Et donc, il nous faut des outils pour couper ces morceaux. Hein. Et donc là, on est en train de faire une restriction. Vous êtes d'accord? On est en train de faire une restriction. Ou alors, on va prendre un type qui existe déjà et on va l'étendre pour le rendre, en général, pour le rendre complexe. Et ça, c'est très intéressant. Donc, je peux prendre un type qui existe et je vais l'étendre pour ajouter, par exemple, un attribut. Et on utilisera ça tout à l'heure pour le téléphone. Le téléphone, c'est quoi le téléphone? Téléphone, on va écrire à l'intérieur de tel et slash tel, on va écrire la valeur du téléphone. Mais on ne voudrait pas que quelqu'un nous écrive ABC ou n'importe quoi. Il faudrait qu'il nous écrive quelque chose de correct. Et donc, pour écrire ce quelque chose de correct, eh bien, il faudrait qu'on lui donc, limite ça. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle donc, les restrictions pour ça. Alors, la dérivation par restriction permet de créer de nouveaux types simples. Restriction, ça va nous permettre de créer de nouveaux types qui sont encore simples à partir de types simples prédéfinis, celles qu'on avait vues tout à l'heure. Et donc, alors, les outils qu'on utilise, on appelle ça des facettes. Alors, toujours, je donne un exemple. Le sculpteur, celui qui sculpte, pour travailler, pour créer un buste, ou là une statuette, ou là, donc il a besoin de quoi? Il a besoin d'un bloc de granit. D'accord? Et en fonction de ce qu'il veut faire, s'il veut créer une grande statue, il a besoin d'un grand granit qui a des dimensions données, etc. Et donc maintenant, le bloc de granit qu'on va utiliser pour sculpter, ce sont les types qu'on a vus tout à l'heure. Insigned chart, je peux me baser sur string, je peux me baser sur une date. Et à partir de ça, je vais utiliser les outils pour restreindre, pour faire les restrictions. Ces outils, on appelle ça des facettes.
Bon. Alors, sans trop tarder, donc je prends un exemple ici. Regardez par exemple mon entier. Ça, c'est mon type. Il s'appelle mon entier. Et donc ici, je fais une restriction. C'est une simple type. Yeah? Simple type. J'ai complexe type. Simple type. Je fais une restriction. Et donc, je me base sur quoi? Je me base sur un non-négative integer. Vous vous souvenez tout à l'heure, z étoile, etc. Non-négative integer. Donc, et après, donc, je dis max exclusive value égale 100. Alors, j'aurais pu essayer de me baser sur un signé de byte, c'est mieux. Dans notre cas, comme ça, on va économiser au niveau des... Et donc, ici, max exclusive. En exclusive, on a max inclusive. Ça veut dire 100 ne va pas apparaître. Si je mets max inclusive, ça va me permettre d'avoir jusqu'à 100. Et ici, bien sûr, j'ai mis non négative integer. Ça veut dire aussi que le 0 n'existe pas ici. D'accord? Il faudrait que je mette positive integer si je veux que le 0 apparaisse. Mais je suis positif. Plutôt non négative. Voilà, donc il y a le 0. C'est bien ça? Non. Donc on va raffiner, rafraîchir notre mémoire. Donc ici, quand j'ai integer, donc ici, non positive integer. Quand je dis non positive, donc le 0 est inclus. Alors qu'est-ce que je dis là? Non négative, ça veut dire que le 0 est inclus. D'accord? Et si je descends, je dis ici positive integer, ça veut dire là qu'on va exclure le 0. Hein, puisqu'il s'agit d'une... Là aussi, c'est des restrictions qu'on a déjà fait. Et donc, nous, on va continuer à travailler avec ça. Donc, si je reprends notre exemple ici, eh bien, on va pouvoir, par exemple, ici, utiliser un signet, c'est mieux. Un signet de byte, c'est suffisant pour avoir jusqu'à 100. Et puis, on va avoir plein de possibilités. Maintenant, on a d'autres possibilités, c'est avoir ce qu'on appelle les listes. Donc, quand on crée un nouveau type, on peut créer des listes. Et donc, les listes, c'est très intéressant parce que ça nous permet, un peu à la méthode des classes, l'attribut classe HTML, vous pouvez mettre un premier nom, une classe, espace deuxième classe, espace troisième classe. Eh bien, on peut donc dire un pourcentage qui peut se répéter plusieurs fois. Et donc, si je veux faire ça, regardez, simple type, numéro de téléphone, et je dis ici list. Il s'agit d'une liste maintenant. Ce n'est pas une restriction, c'est une liste. Qui est composée de quoi? Eh bien, ici, je dis item type. Lequel est le type qui va se répéter? C'est un signé de byte. Et donc, un signé de byte, je peux le répéter en mettant un espace, et là, c'est valide. Et bien sûr, un signé de byte, ça va de 0 jusqu'à 255.